et on est quand même là pour l'écouter. François Asselin. Bon. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si j'ai autant de choses à vous dire que le président de la République dans ses grands débats. Ça dure 6 heures. Bon, je vais essayer d'être un peu plus concis. J'ai beaucoup d'amis dans la salle. D'ailleurs, vous, là, je vous ai à l'œil, là devant, là, premier rang. Les plus perturbateurs, généralement, dans les écoles, on les met devant. Et là, ils s'y sont mis devant naturellement. Donc, autant vous dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils représentent en termes de perturbation. Cher Bernard, cher Grégory, d'abord, très heureux d'être parmi vous. Vous savez, lorsque on prend un mandat à la CPME, eh bien, on devient d'un seul coup attaché un peu plus profondément à cette belle organisation. Et on ne va jamais très loin parce qu'on est attaché avec un élastique, donc dès qu'on s'éloigne un petit peu, on est vite rattrapé. Et c'est la quatrième fois que je viens ici en Occitanie. Je me demande si celui qui ne tient pas l'élastique en ce qui me concerne n'est pas d'ici, d'Occitanie. Alors celui qui le tient surtout ne le lâche pas parce que ça fait mal. Hein. Mais en tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord parce que c'est une CPME très dynamique. Tu as fait un excellent travail, Bernard. Merci. Donc je suis venu ce soir ici avant tout aussi pour te remercier pour tout ce que tu as donné, personnellement, professionnellement, d'une façon complètement désintéressée pour cette belle organisation qu'est la CPME. Et puis Grégory, pour te remercier à ton tour de donner de ton temps pour le bien commun de ton territoire et des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Voilà. On en a besoin de les soutenir. Voilà. Donc tout cela, c'est formidable. Voilà. Et on doit l'encourager. Et merci d'ailleurs à tout conseil d'administration et membres associés de l'entourer pour faire un bon mandat. J'ai vu que dans la salle, il y avait aussi beaucoup d'autres amis. Il y a des banquiers, il y a des fonctionnaires. Vous inquiétez pas, hein, on a besoin de tout le monde pour faire un pays. Hein, et on a aussi besoin des entrepreneurs. Et finalement, pourquoi je vous dis ça? Parce que le chef d'entreprise que je suis est parfois étonné qu'il y ait tant de bienveillance pour les PME, les TPE, ceux que nous représentons, et qu'en même temps, il y ait autant de difficultés à répondre à nos attentes. Alors, j'étais lundi à la restitution du Grand Débat au Grand Palais. J'ai eu très peur, parce qu'au départ, il y a eu 1 heure de débat sur le Grand Débat, et comme vous savez, les longs discours font les petites journées, je me suis dit, je suis peut-être venu pour perdre mon temps. Mais, finalement, la synthèse plutôt concise du Premier ministre, il a dit une chose, il dit « Je crois qu'on est arrivé au trop-plein à tolérance zéro de la pression fiscale. Est-ce que vous êtes d'accord ?» Voilà. Et deuxièmement, il n'y a pas d'autre solution que de faire des économies. Est-ce que vous êtes d'accord? Bon, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Et en même temps, voyez-vous, alors j'attends maintenant la parole forte du président de la République, on l'attend tous. Hein, parce que qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'une fois qu'on a posé ce constat, finalement, ce n'est pas un scoop. On le sait tous, nous, chefs d'entreprise. Hein, voilà. Quelle décision va-t-on prendre pour répondre à ces obligations? Parce que c'est un principe de réalité. Voilà, c'est tout simplement. C'est-à-dire que le monde entier nous le dit, hein, on le sait à l'intérieur de notre pays, mais on est encore dans un pays où certains disent la dette, il n'y a qu'à l'oublier, voilà, c'est virtuel. Non, c'est pas virtuel. On le sait bien, nous, entrepreneurs. Hein. Donc, il y a un moment ou un autre, il va falloir poser des actes. Et je crois que Emmanuel Macron est rendu à un vrai tournant de son quinquennat, comme d'ailleurs François Hollande l'a été lorsqu'en janvier 2013, il a positionné la politique de l'offre. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils se sont rendus compte d'une évidence. C'est-à-dire que la victoire économique d'un pays ne peut être effective sans la victoire économique du secteur marchand. Et le secteur marchand, c'est qui? C'est vous? C'est nous? 99% des entreprises de ce pays sont des entreprises à taille humaine, des PME, des TPE. Voilà. C'est le réservoir de développement, c'est le réservoir d'emploi. Et s'il n'y a pas un environnement porteur pour le secteur marchand, eh bien, économiquement, la France ne peut pas s'en sortir. Il y a parfois, d'ailleurs, des questions qui peuvent être assez étonnantes, je dirais pas presque absurdes, mais lorsque on vous tend un micro et qu'on vous dit, mais finalement, vous êtes satisfait, vous avez un gouvernement, un président pro-business. Vous ne trouvez pas un petit peu cette question bizarre? On ne peut pas imaginer avoir une question, vous êtes content, on a un président qui est anti-business. C'est un non-sens. Voilà, parce qu'on a besoin
de ces femmes et de ces hommes courageux qui, un jour, ont posé un acte en se mettant à leur compte ou en reprenant l'activité, qui ont cette capacité très importante de prendre des risques, parce que derrière cette capacité, on entraîne du monde. Il y a des salariés, il y a du développement, il y a de la création de richesses. Et on a besoin de vous pour cela. C'est incontournable. Alors, nous, chefs d'entreprise, quelles ont été notre contribution au grand débat? Nous avions, dès la fin du mois de décembre, organisé une consultation dans tous les territoires. On a eu plus de 85 départements qui nous ont remonté cette consultation. On avait fait un kit d'animation. Et puis, fin janvier 2019, on a fait une synthèse. Il y a 2 grands chapitres. Alors, il y a eu quelques pépites. Il y a par exemple un entrepreneur qui a dit est-ce qu'on ne pourrait pas avoir pour les gros contribuables une carte premium, quoi, pour avoir un coup de fil dans les files d'attente? C'est une anecdote. Mais, premier chapitre, finalement, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je suis chef d'entreprise. J'ai vu mon environnement se complexifier d'une façon extraordinaire. Alors, quand ça touche mon métier, mon activité, parfois contraint et forcé, je peux le comprendre, parce que tout simplement, ça me permet de rester performant sur mon marché, puis parfois, ça me permet de développer de nouveaux marchés et de monter en compétences, en qualification. Mais lorsque ça touche mon environnement administratif, réglementaire, bref, lorsque ça vient percuter mon envie d'entreprendre, ce pourquoi je suis intrinsèquement conçu, fabriqué, et là, je ne comprends plus. Et finalement, c'est exaspérant. Et ça renvoie plein de questions, voyez-vous. C'est-à-dire que le rapport qu'on peut avoir avec l'administration, alors je vois qu'il y a des grands commis de l'État, on en a besoin. On a besoin d'une France qui soit bien administrée, pas trop administrée, mais bien administrée. Et l'initiative que tu fais ici, Grégory, au niveau territorial est excellente avec toutes les parties prenantes, y compris les administrations. Voilà, enfin, tu vas l'annoncer, mais ça vaut le coup. Moi, c'est rien du tout, à côté de lui. Là, vraiment, les vraies annonces, elles sont là. Je pense que, je ne sais pas, je m'adresse à ceux qui sont dans la fonction publique, comment vous avez pu être formés dans vos corps dans vos corps de spécialité, mais est-ce qu'on vous a formé à accompagner les acteurs économiques que nous sommes? Est-ce que vous n'avez pas été parfois formés plutôt à nous contrôler, voire nous sanctionner? Ce n'est pas un reproche que je vous fais. C'est tout simplement que le système qu'on a construit, qu'on a bâti dans ce pays, est parfois complètement antinomique avec l'envie d'entreprendre. On nous demande de prendre des risques. Il n'y a pas d'autre solution que d'entreprendre. Mais dès qu'on dépasse parfois involontairement la ligne jaune, le risque, on peut le payer cher, voire très cher. Il peut être même mortel pour l'entreprise et pour le chef d'entreprise. Vous avez ici Olivier Torres, qui travaille beaucoup sur la souffrance du chef d'entreprise. Et je peux vous dire que tout cet environnement est extrêmement anxiogène. Régler cela, vous croyez que ça coûte cher au pays? Ça ne coûte pas 1 euro, si on y réfléchit bien. Si demain, dans toutes les formations où on forme le corps d'élite de la nation, on commence tout simplement à inculquer la culture PME et faire en sorte de comprendre que ces hommes et ces femmes qui sont des risques-tout ne méritent pas d'être enquiquinés par des risques-rien, mais bien au contraire d'être accompagnés. On attend cela, je pense qu'on peut le construire ensemble. Et ce que vous faites au niveau territorial est tout à fait remarquable et va dans ce sens-là. Donc, premier chapitre, on en a marre d'être des risques-tout, enquiquinés, je reste poli, par des risques-rien. Et puis l'autre volet, bien évidemment, quand vous arrêtez votre comptabilité et que vous faites votre bilan, si jamais votre expert comptable, et pire, votre commissaire aux comptes vous fait une remarque et que vous n'en teniez pas compte, j'aime mieux vous dire que l'exercice suivant, ça risque de mal, voire très mal se passer. Alors les chefs d'entreprise ne comprennent pas que depuis plus de 40 ans, vous avez la Cour des comptes qui tous les ans, produit un rapport, et il ne se passe rien. Comment se fait-il qu'à mon niveau, moi chef d'entreprise, je sois rattaché au principe de réalité et qu'au niveau collectif, nous n'y arrivions pas? Eh bien, on attend maintenant que chacun fasse son travail, à savoir, laissez-nous faire le nôtre, entreprendre, mais faites le vôtre, réformez. Et nous ne voudrions pas, nous, chefs d'entreprise, devenir les victimes collatérales d'un mouvement des Gilets jaunes où, au départ, certains d'entre nous étaient extrêmement solidaires. Nous nous sommes tout de suite désolidarisés quand on a vu d'abord les atteintes au symbole de la République, l'Arc de Triomphe, et à quelque chose qui nous est très cher, le droit de propriété. Quand on voit un commerce se faire piller, se faire brûler,
C'est la retraite aussi parfois du commerçant qui s'envole avec. Lorsque vous avez des week-ends à suivre, Samuel peut en parler aussi à Montpellier, où vous avez des commerçants indépendants qui ne font pas de chiffre d'affaires, et qu'à la fin du mois, il faut continuer à payer les salaires quand on peut, et à se payer soi-même si jamais il reste quelque chose, parce que le commerçant indépendant ou l'entrepreneur est souvent le dernier à se payer lorsqu'il a des salariés et qu'il ne peut pas faire autrement. Vous croyez que c'est normal ? Les entrepreneurs sont attachés au respect de la République. Nous aimons l'ordre. Et en même temps, nous aimons l'audace. Une fois qu'on aura compris cette psychologie, dans toutes les sphères de notre pays qui sont en position de décision, eh bien, je pense qu'on aura fait un énorme pas en avant. Alors tout cela, effectivement, je vous parle un petit peu psychologie, culture, mais c'est très important de le comprendre. Et je pense qu'on peut le résoudre ensemble. Et l'exemple bien souvent vient d'en bas. Le côté fiscal, c'est une maladie. Nous sommes dans une vraie addiction. Le Premier ministre, ce qu'il a affirmé lundi, on est tous d'accord, il y a un trop-plein fiscal, il a même dit qu'il va falloir baisser les impôts dans notre pays. Eh bien, savez-vous qu'au même moment, à l'Assemblée nationale, nous nous battons, la CPME, autour du projet de loi mobilité, pour premièrement éviter un projet poussé par l'exécutif, par la ministre du Transport, que je vais voir demain après-midi, qui veut mettre en place une prime qui peut aller jusqu'à 400 € pour financer la mobilité de nos salariés. Bon sang de bonsoir. Si prime il doit y avoir, laissez-la facultative, ne la mettez pas obligatoire. En plus, cette prime, sous certaines conditions, sera nette de charge. Très bien. Sous certaines conditions. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en cas de visite de la patrouille, eh bien, on regardera si vous avez respecté ces conditions. Une fois de plus, un dispositif qui va exposer inutilement certains chefs d'entreprise qui, si la prime est optionnelle, distribueront cette prime. Voyez cette culture PME, comme c'est dur de la faire comprendre. Et en même temps, au Sénat, majorité républicaine, on a voté des amendements pour élargir la taxe, la contribution transport, à toutes les collectivités, y compris de moins de 10 000 habitants. On ne peut pas s'empêcher de trouver des assiettes supplémentaires ou de nouvelles taxes parce que nous sommes complètement addicts au prélèvement. Et les premières victimes, ce sont les entreprises. Il ne faut pas se leurrer. Tu as parlé tout à l'heure, CFE, CVAE. Savez-vous qu'en 2020, vous vous rappelez de feu taxe professionnelle, ce fameux impôt qui était absurde parce qu'il taxait l'investissement, le développement économique, etc. Savez-vous qu'en 2020, en valeur ajoutée, le fruit de la CVAE et de la CFE sera équivalent à feu taxe professionnelle et que les années qui sont devant nous vont continuer l'inflation. Eh bien, vous savez ce qu'ils ont demandé, les entrepreneurs, les adhérents de la CPME, un bouclier fiscal pour les PME et les TPE. Oui, écoutez, on ne peut pas arrêter la machine. Eh bien, on va la bloquer. Voilà. On est les champions d'Europe du prélèvement fiscal. OK. Eh bien, on fixe un taux de prélèvement maximum. Et puis la fiscalité, c'est pas que l'impôt sur la société, c'est pas que la fiscalité nationale. Elle est départementale, elle est régionale, elle peut être communale, elle peut être dans l'agglo. Eh bien, ce qui compte, c'est comme une personne physique, non ? Une personne morale. C'est à la fin ce qui sort pour payer nos impôts de l'entreprise. Eh bien, mettons un plafond. Et puis si ça va au-delà, eh bien, on nous rembourse. Voilà. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est le principe que l'on porte. Donc voilà la contribution de la CPME au grand débat. Et finalement, la synthèse qui était faite par le Premier ministre est plutôt quelque chose qui va dans notre sens. Maintenant, nous attendons celle du Président de la République, bien évidemment. C'est là où ça sera le plus important. Il y a plein d'autres sujets. Un dont je voudrais vous partager, parce que je pourrais vous parler aussi du projet de la réforme de la santé au travail. Mais je voudrais illustrer la façon dont je vois le paritarisme et le syndicalisme en particulier. Tu l'as bien décrit, Bernard. On vient de vivre un épisode à travers la réforme, la négociation avortée de l'UNEDIC, l'assurance chômage. L'assurance chômage, c'est quoi ? C'est finalement un système assurantiel, comme son nom le comporte, qui a complètement été dévoyé au fil des ans, au fil des décennies, puisque, de plus en plus, on a élargi le système assurantiel, porté par l'UNEDIC, au champ de la solidarité.
quand il s'est agi de calmer certaines catégories professionnelles, intermittents du spectacle, on a utilisé le régime pour faire un cas à part, financé par le régime. Le régime, à son origine, finançait 10% du fonctionnement de Pôle emploi. Aujourd'hui, il en finance les 2/3. Ce n'est pas une critique que je fais, je vois qu'il y a un directeur de Pôle emploi, c'est un constat. On a, volonté présidentielle, voulu élargir aussi le régime aux indépendants, on ne demandait rien, et puis potentiellement aux démissionnaires avec beaucoup de conditions, parce qu'on s'aperçoit que ça peut coûter très cher. Donc voilà un régime où on demande aux partenaires sociaux de tenir, on va dire, les règles du régime, mais avec un passager clandestin qui est l'État. Parce que petit à petit, on a mélangé l'assurance avec la solidarité. Alors comment voulez-vous qu'on se mette d'accord? Parce que même si on ne se met pas d'accord, il y en a toujours un qui paye, c'est l'État. Donc c'est tous les Français, c'est nos impôts. Et on se réveille à fin 2018 avec une dette cumulée de 34 milliards d'euros et avec l'incapacité de se mettre d'accord pour résorber un système qui a produit des éléments pervers et puis qui en même temps a produit de la dette. Pas simple. Imaginons demain que les partenaires sociaux, on les fasse évoluer selon 3 principes. Responsabilité, indépendance, transparence. Responsabilité et indépendance, ça veut dire quoi? Responsabilité. Tout organisme dont nous avons la gestion paritaire, on s'applique des règles d'or. Interdiction de présenter un budget pluriannuel déficitaire. Interdiction de passer au-dessus d'un certain seuil de la dette. Obligation de la rembourser, reste à négocier la durée. Indépendance. On refuse la garantie de l'État. Ça voudrait dire quoi? Dans le schéma de la négociation UNEDIC, on ne se met pas d'accord, on ne verse pas les indemnités chômage? Ah ben j'aime mieux vous dire que ça reprochera tout ce petit beau monde à la réalité. Faire une comparaison. Quand vous négociez un prêt là, pour votre entreprise, vous engagez bien vos actifs, puis parfois au-delà, vous-même, votre famille. Nous, on négocie avec le pognon de tout le monde, on ne s'engage à rien, on se fout sur la gueule, c'est pas grave, tout le monde paye, c'est pas responsable. Mettons en place des règles d'or dans tous les organismes dont nous avons la gestion entre partenaires sociaux. J'aime mieux vous dire que ce serait la vertu évidente de raccrocher tout le monde à quoi? À la réalité. Pas de bras, pas de chocolat. Deuxième principe, l'indépendance. Finalement, cette indépendance, on a accepté de se faire cornaquer par l'État. Parce que la garantie, on l'a acceptée. C'est un filet de sécurité formidable. Mais ça fait que nous sommes tenus les uns les autres. Et finalement, ce magnifique principe de subsidiarité sur lequel repose l'action des corps intermédiaires, eh bien, est dévoyé. Ça veut dire que si nous sommes complètement responsables et indépendants, eh bien, si on n'y arrive pas, oui, là, l'exécutif a toute la légitimité pour poser un acte de suppléance et de prendre la main. Alors que là, on nous met dans une négociation impossible à tenir, on dit « Ah, vous voyez, vous n'y arrivez pas, nous, on prend la main ». Mais nous devons balayer devant notre porte, les partenaires sociaux. Parce que qu'est-ce qui nous empêche, nous, de faire ce que je suis en train de vous dire? Rien du tout. On pourrait le faire. C'est le combat que je mène pour vous, pour la CPME, pour ce pays aussi, parce que je suis intimement convaincu, comme tu l'as fort bien dit, qu'il n'y a pas de démocratie moderne sans corps intermédiaires constitués qui font que, lorsqu'il faut faire accepter des réformes, parfois pas faciles, au plus grand nombre, sans qu'on se foute sur la figure les uns les autres, eh bien, on a besoin de ces corps intermédiaires que nous représentons, qui sont positionnés en responsabilité, en indépendance et en transparence. La transparence, et je finirai par ça. Financement. Tu l'as dit. Certains disent qu'il faut vivre 100% de ses cotisations. Bien sûr, bien évidemment. Nous essayons. Il faut y aller. Par contre, il y a une chose qu'on oublie toujours, c'est qu'on a une mission d'intérêt général, comme les champs consulaires dans leur domaine. Alors, on dit développer le syndicalisme de service. Faites des services. Je ne sais pas s'il y a des experts comptables dans la salle, mais moi, il y a un service que j'aurais pu développer, qui était prêt, qui aurait été extraordinaire, parce que je peux vous dire qu'on aurait fait un tabac. Service paye pour les TPE externalisés. Je vais bouffer la laine sur le dos à mes adhérents, aux experts comptables? Il n'en est pas question. Alors après, il dit développer des services où il n'y a pas de concurrence. Ah ben, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché. Eh oui.
Alors je ne dis pas qu'on ne peut pas développer les services dans d'autres choses, mais lorsque, par exemple, on fait la promotion de l'apprentissage, de la GPEC, ce que vous faites ici au niveau territorial avec les parties prenantes, c'est absolument pas marchand, mais c'est absolument nécessaire, bon sang de bonsoir. Hein. Qu'il y ait un financement du paritarisme à travers une cotisation collective qui soit transparente. 1 euro dépensé doit être 1 euro justifié. Le syndicalisme n'est pas fait pour s'enrichir, mais n'est pas fait non plus pour s'endetter ou pour s'appauvrir. On est bien d'accord? À partir du moment où cet argent est fléché et correctement employé. Et ne me dites pas qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de flécher les choses. Je ne vois pas comment nous ne pourrions pas être vertueux. Vous savez, moi, au niveau national, c'est très facile de faire entrer beaucoup d'argent. J'ai des grandes entreprises, grand paradoxe quand on représente les petites entreprises, qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table pour acheter le réseau des PME françaises. Vous croyez que moi, président de la CPME, je serai plus libre avec cet argent privé que je ne le suis avec le 0016 de la GFPN? Si bien évidemment, il est correctement fléché, correctement employé en toute transparence. Absolument pas. Il y a des élus dans la salle. Il fut un temps où les partis politiques se finançaient uniquement dans la sphère privée, par les entreprises. Souvenez-vous, les affaires Urbain, etc. Non, chers amis, ne rentrons pas dans les débats faciles. Soyons exigeants avec nous-mêmes, avec notre environnement, expliquons les choses. Et lorsque l'on nous dit, dans les pays nordiques, les syndicats vivent à 100% de leur cotisation, nous sommes allés voir. Elle est quasi obligatoire. Parce que si elle n'est pas obligatoire, eh bien, vous n'accédez pas, par exemple, aux droits conventionnels, vous n'accédez pas au régime retraite, vous n'accédez pas à l'assurance chômage. On est très loin de tout ça. On peut en convenir en France. Voilà, responsabilité, indépendance, transparence, voilà ce que je défends comme nouveau contrat social. J'irai au bout de cette idée, parce que je pense que c'est une idée noble, qui donne toute la noblesse à notre action altruiste, désintéressée que nous avons lorsque nous faisons, comme toi Bernard, comme toi Grégory, lorsque nous prenons un mandat et que nous devenons le premier serviteur des entrepreneurs et des entreprises de son territoire. Je vous remercie. Merci François.